Bonjour, donc moi c'est Sarah Crubillier. Ça fait 10 ans que je suis bergère salariée en estive. Et là j'entame ma 3e saison en tant qu'éleveuse. Je me suis lancée... En fait au début je voulais garder des brebis pendant l'été et pendant l'hiver. Et j'ai rencontré des vignerons dans le Gers qui avaient besoin de faire packager leurs couverts. Un des vignerons avait aussi des grandes parcelles de noisetiers et il avait besoin de faire manger son herbe. Donc moi, à cette époque, j'étais pas encore éleveuse. Et on a réfléchi à comment, administrativement parlant, être correcte pour que je puisse garder des brebis sur ces terres. En gros, il fallait trouver des éleveurs, principalement des vallées, qui avaient vraiment besoin de mettre des brebis en pension. Et ensuite que lui me fasse enfin c'est ce qu'on avait trouvé, que lui me fasse un contrat de salarié pour que je m'occupe des brebis. Bon, ça c'est pas fait. Et j'ai pris contact après avec l'ADR et j'ai essayé de trouver un moyen de faire de la pension de brebis, sans être éleveuse. Administrativement parlant, ça passe pas très bien. Ou alors il faut faire de la prestation de service et être commercial en fait. Enfin en gros. Je me suis dit que voilà, je pouvais devenir éleveuse de brebis et faire de la pension de brebis en plus. Autour de Saint-Martory, donc autour d'ici en fait. Au début, je voulais bosser avec des céréaliers et pour faire de la destruction de couverts parce que c'est ce que j'ai vu qui était faisable dans le Gers. Par ici, j'ai pas trouvé de céréaliers. Enfin, ça n'a pas été pertinent pour moi de bosser en partenariat avec des céréaliers. Mais j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient de l'herbe à faire manger. Donc, soit des coteaux, des prés de fauche où je passe pendant l'hiver. Pour le coup, j'ai débuté avec 10 brebis mères et 17 agnelles. Parce que quand j'ai commencé donc, sur le secteur de Saint-Martory, j'ai pas été très, comment dirais-je, très poussée par les institutions. Voilà, on m'a dit qu'en gros, mes animaux, en passant l'hiver dehors et en faisant les agnelages dehors, ça crèverait. Donc voilà, j'en ai pas pris beaucoup et ça s'est super bien passé. Donc l'année dernière j'ai doublé, cette année j'ai doublé et aujourd'hui j'ai 85 brebis de plus d'1 an. Les brebis sont dehors toute l'année. Je suis propriétaire d'une maison où il y a un espèce de petit poulailler, donc ça me fait un semblant d'infirmerie où je peux mettre 1 à 2 brebis quand vraiment ça va pas. Mais sinon j'ai pas de plan B, j'ai pas de bâtiment. Quoi dire Là, toutes les interventions qu'il y a eu ce matin, ça m'a vraiment parlé parce que pour le coup, j'ai dû beaucoup me renseigner avant de me lancer. Et j'ai eu un peu l'impression que c'est moi qui amenais les réponses aux institutions. Je vois ma conseillère au fond. Voilà. Ah oui, et aussi, j'ai pas de diplôme agricole. J'ai pas fait de BPREA. Je suis une femme, je suis jeune, je suis pas issue du milieu agricole. Et au début, j'avais un peu toutes les casseroles pour qu'on me prenne au sérieux. Et le fait que j'ai été bergère salariée pendant 10 ans, tout le monde s'en foutait en fait. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, au début, je pensais vous parler de tous les freins que j'ai eus, mais finalement, je trouve que c'est pas mal de parler de ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est que j'ai trouvé donc pas mal de parcelles avec des haies, voire des bosquets. Et en fait, aujourd'hui, dans les propositions qu'on me fait des terres, c'est un de mes critères principaux, qui est des abris naturels. Certains me proposent des abris en dur, mais en fait, souvent, je les clôture même pas parce qu'après, il faut que j'enlève le fumier. Et ça me fait chier. Et les brebis, elles sont bien dans les haies.
J'ai tenté de mettre les brebis dans la luzerne. Je l'avais déjà fait dans le Gers. Et voilà, là je l'ai fait et sur 60 brebis, j'ai eu 6 morts en une nuit. Ça m'a pas paru très concluant. Ce même agriculteur avait du blé et m'a proposé de faire un déprimage et pour le coup, j'ai pas voulu me lancer. Voilà, mes brebis, elles sont bien dans l'herbe finalement. J'ai essayé donc des prairies de fauche semées. Donc là, c'est chez des maraîchers qui sont d'ailleurs juste à côté. Eux, en gros, leur prestataire qui leur fait le foin leur demandait de gyrobroyer pendant l'hiver pour que le foin soit de meilleure qualité parce qu'ils sont en bio. Donc eux, ça les intéresse que je fasse un passage avec les brebis, ça leur évite un passage de tracteur. Moi, ça m'a un peu fait flipper de mettre mes brebis dans des prairies semées et au final, ça s'est bien passé. Je vois le monsieur qui fait la moue devant, mais en fait, quand on perd 6 brebis en une nuit, quelques mois plus tard, ça fait réfléchir avant de lancer ses brebis dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'en gros, donc, en étant bergère salariée que en montagne, et après, je travaillais dans la santé le reste du temps. Quand je me suis lancée, je ne savais pas ce que c'était une graminée, je ne savais pas ce que c'était qu'une légumineuse. Et j'avais fait que de la garde, en fait, où les brebis, elles vont avoir plein d'apports différents en une journée, et quand on commence à être éleveur et à faire des parcs, on se rend compte que la brebis, elle va manger que ce qu'on lui donne dans le parc. Et donc, soit on fait plein de parcs différents et on s'amuse toute la journée à passer les brebis de parc en parc, mais voilà, c'est pas forcément terrible. Soit, voilà, faut trouver des parcelles où il va y avoir tout ce dont la brebis a besoin pour bien vivre. Pareil, donc quand j'ai commencé, je disais aux gens « Oh, je vais vous mettre des brebis, ça va nettoyer le terrain ». Et donc les gens se sont attendus à ce que vraiment les brebis nettoient. Mais en fait, pour qu'un terrain soit bien nettoyé, soit on parque et les brebis sont à l'herbe et on rajoute du foin. Et dans ces cas-là, la brebis, elle va pouvoir bien nettoyer la parcelle. Enfin, moi, c'est mes conclusions en tout cas. Soit si on n'est que à l'herbe, l'effet débroussaillage, il va être un peu limité. Sauf là, sur les prairies semées, les brebis, elles mangent bien ce qu'on leur propose. Mais là, avec ces temps, très vite, les brebis salissent et les brebis n'ont pas envie de manger l'herbe qui est souillée. Sinon, qu'est-ce que j'ai essayé? Les prés de fauche, les coteaux. Voilà. Moi, ma limite, je me suis fixée en gros 15-20 km autour de mon habitation parce que je passe tous les matins aux brebis. Dans le coin, donc pour le coup, ça a été bien dit ce matin que les animaux divagants, c'est interdit et surtout, c'est pas forcément très toléré par les voisins. Ici, on est sur des petites surfaces, donc y a très vite des prés de fauche à côté où le propriétaire a aucune envie qu'il y ait des brebis, ou alors des prés semés ou des particuliers qui ont des petites jardinières, ou voilà, tout un tas de choses où il faut que les brebis soient à l'intérieur de leur parc. Donc voilà, moi j'ai mis des patous. Les parcs, ils tombent soit à cause du gibier, soit à cause des chiens de chasse avec le gibier, soit par les temps comme aujourd'hui, je fais des parcs en filet dans de la boue, donc les filets, ils tombent tout seuls, quoi. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pour le coup, je me déplace de village en village. J'essaye de ne pas faire plus de 10 km par déplacement. Donc là, en gros, j'ai des zones entre 10 et 15 hectares. Et donc ça me fait 1 mois et demi, à peu près 1 mois et demi. Voilà, j'avais calculé, je fais pour 85 adultes et 40 agneaux, j'agrandis de 4 filets par jour, donc 50 mètres par 50 mètres. Enfin, en gros, 1 hectare tous les 4 jours. Pour passer l'hiver de octobre à mars, quoi. Donc il me faut quand même un paquet de surface. Voilà. Et quand même, dans les freins, au début, je me présentais comme bergère sans terre, ce qui était vrai. Parce que donc j'ai commencé, je me sentais bergère et j'avais pas de terre. Tout le monde m'a vue comme une bergère sans terre. Et une bergère sans terre, ça n'a pas de terre. Donc dans mon village, quand des terres ont commencé à être disponibles, on les a données aux agriculteurs voisins qui s'installaient, qui ont des gros tracteurs avec des vaches.
Et moi, on me proposait de manger, donc eux, ils avaient le fermage, et moi, j'avais l'herbe. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai appris que ma demande pour un bail s'affaire a été acceptée, donc je vais même pouvoir demander une DJA. Bon, voilà. Alors, pour le coup, par rapport à toutes les diapos de ce matin, je voulais en revenir. Parfois, il est parlé d'éleveur et parfois de berger. Et en fait, un berger, c'est celui qui garde ses brebis. Donc, un éleveur peut être berger, mais un berger, il peut être salarié. Et je pense que c'est important à chaque fois de faire la différence parce que les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Un éleveur qui veut aller foutre ses brebis dans le Gers et se cailler les miches toute la saison dans une caravane, il fait ce qu'il veut. Mais et avec des conditions plus ou moins précaires, bon bref. Mais quand un éleveur prend un salarié et l'envoie chez un céréalier, il y a des conditions salariales derrière. Bon, le logement, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, pour que ça marche, un berger salarié qui va être le reste de l'année au chômage ou au RSA et qui a 2 à 3 chiens, pour trouver un logement, c'est chaud. Surtout pour 2 ou 3 mois. Donc, en petit conseil pour ceux qui cherchent à avoir des brebis sur leur terre, soit c'est un éleveur et après voilà, c'est ce qu'on a vu ce matin, soit le céréalier prend un salarié ou l'éleveur prend un salarié. Mais dans ces cas-là, ça demande à ce qu'il y ait un petit peu de choses de réfléchi, que ce soit le logement, l'outil de travail, pour le coup, que celui qui emploie laisse un 4x4 ou un quad à son salarié. Souvent, le berger, il a son chien, ses chiens, et ça, souvent, c'est pas pris en compte financièrement. Je pense que l'exemple qui a été donné ce matin par rapport au Gers, je pense savoir de qui ça parlait. Et pareil, si on reprend le cas de ce matin, le céréalier, il avait au début donc un éleveur et il avait en plus pris des brebis. Et l'année suivante, l'éleveur s'en va et il emploie une bergère pour garder ses brebis. Mais lui, il n'y connaît rien en brebis. Et pour le coup, la salariée se retrouve à devoir utiliser ses outils de travail. Son véhicule, son chien, ses affaires pour se cailler les miches tout l'hiver. Et surtout, faire chef d'exploitation, entre guillemets. Gérer la sélection des béliers, gérer la sélection des agnelles, gérer l'exploitation, entre guillemets, de brebis, tout ça payé au SMIC. Voilà. Comment ? Je sais pas, c'était pas moi, mais non, c'était pas moi. Et je pense pas que ce soit un mauvais souvenir pour cette personne-là, c'est juste que c'est à prendre en compte. Voilà, et ce qui était rigolo, c'est que dans cet exemple, pour le coup, une fois que la bergère est partie, c'était clairement dit que cette personne s'est acheté un quad et un chien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Je sais plus. En fait, j'ai plein de choses à dire à chaque fois, mais j'essaye de... En fait, jusqu'à présent, là où j'étais salariée, ça se passait bien et j'ai acheté des brebis sur la montagne où j'étais salariée. Ça m'a permis de ne pas rajouter un nouveau troupeau et donc de mélanger les maladies, de savoir ce que j'achetais. En montagne, il y a quand même beaucoup d'estives où les maladies avortives tournent. Là, au moins, j'étais consciente de ce que j'achetais. Et ça m'a permis de gagner une place en montagne aussi et de garder mes propres animaux. Mais ça, c'est pareil, légalement, on est un peu limite parce que pour le coup, je deviens adhérente d'un groupement pastoral qui m'emploie. Faisable, c'est faisable. Après, légalement, je ne sais pas trop comment c'est considéré. Bon, bref. En tout cas, pour moi, ça c'est fini. Maintenant que je vais être une vraie agricultrice, je vais peut-être réussir à en vivre parce que je vais avoir de la PAC. Je ne serai plus bergère. Alors, quand on commence berger sans terre, c'est faisable. Quand on a 0 terre, on déclare son temps de travail. Son temps de travail, c'est soi-même qui décide de dire de combien il est. Donc, il y a une petite grille. Si on veut être cotisant de solidarité, il faut déclarer entre temps et temps, en gros. Ensuite,
ben, c'est très alléchant quand on va voir un conseiller PAC de je suis jeune, je deviens agricultrice, j'ai envie de toucher l'AGJA. Pour ça, il faut au minimum 1 hectare avec un DPB. Donc ça, j'ai réussi à trouver ça en Comoda. Et pour le coup, on ne déclare plus du temps de travail, parce qu'après, on n'est plus sans terre, on a 1 hectare de terre. 1 hectare de terre sur un système comme ça, en vrai, c'est ridicule, mais on n'est plus sans terre. Donc là, maintenant, le calcul se fait sur les hectares. Pour le coup, je suis devenue cotisante de solidarité. Et à partir du moment où j'allais déclarer plus de 10 hectares, enfin ça c'est par rapport au secteur ici, plus de 10 hectares à la MSA, je passais agricultrice à titre principal. Voilà. Donc là, je suis encore cotisante de solidarité, et normalement, au 1er janvier, je passe agricultrice à titre principal. Voilà. J'avais des questions par rapport aux soucis que tu as eu sur la luzerne. Comme je sais qu'il y en a chez qui ça se passe bien, qu'est-ce qui fait que là ça n'a pas marché ou pas? Il y a une histoire de transition, je sais pas. En fait, sur la même parcelle de luzerne, d'ailleurs c'était juste en dessous de cette photo, là, ça arrive sur du plat et il y a de la luzerne. Il y avait un troupeau qui avait accès à la prairie plus un petit peu de luzerne. Donc ça, c'était les mères avec les agneaux et j'agrandissais tous les soirs la luzerne et ça se passait bien. Mais elles avaient toujours de la prairie. Et l'autre lot, j'ai fait pareil. Mais à un moment, je les ai laissés que dans la luzerne. Et non, j'avais mis une grosse surface de luzerne, mais elles avaient toujours accès à la prairie. Et après, j'ai mis que dans la luzerne. Et là, je suis arrivée, il y en avait 6 sur le dos. Mais après, la luzerne, il y en a pour qui ça se passe bien. Moi, tous ceux que je connais dans le Gers qui sont à la luzerne, ça se passe bien, mais ils ont eu des accidents, ou ils ont de temps en temps des accidents. Voilà. Et le jour où j'ai eu l'accident, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ma journée s'est pas passée comme prévu, donc très vite, il y a le coucher du soleil, et puis voilà, et puis je me suis dit, on verra ça demain, j'ai pas le temps d'attendre 1 heure de voir si ça marche ou si ça marche pas, et puis le lendemain, c'était patatrac. Voilà. Et après, dans le Gers, moi j'avais déjà fait des mises à la luzerne avec un éleveur, où sur cette même luzerne, les brebis, elles étaient toujours à la même heure, toujours 3/4 d'heure. Et puis un beau jour, sur 200 brebis, patatrac, il y en a eu 20 sur le dos alors qu'on n'avait rien changé. Alors il y en a qui disent le vent quand il vient de là, ou la pluie quand elle vient de... Bon, j'en sais rien. Après, voilà, moi je sais ce que je vois, mais après, j'ai pas la théorie derrière, en fait. Voilà. Il faut beaucoup rationner. Pour être sur du pur, il faut faire très attention. Puis ça dépend si ça a gelé, pas gelé. Ouais. Et ça avait déjà, il y avait déjà eu des gelées, il y avait déjà eu... Ça, il faut pas les mettre. Mais... Comment ? Je dis quand il fait vent d'autant, vent chaud comme ça, il faut pas les mettre. Il y a des trucs. Les vieux disent ça. Les vieux disent ça, mais en fait, moi, depuis que je me suis installée, on me dit les vieux disent ça, les gens ils disent ça, les techniciens ils disent ça, et puis si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, je me serais jamais lancée. Donc, je fais des essais, et puis ce qui marche, ça marche, et ce qui marche pas, je refais pas. Je fais que des cultures associées, donc j'associe toujours mes germes dactyles. Et le constat que je fais, quand je mets des animaux dans du germe dactyle, la première chose qu'ils mangent, les vaches notamment, elles ne mangent pas le luzerne. C'est le dactyle. Elles commencent à épointer les dactyles, puis elles épointent le luzerne, et puis elles reviennent au dactyle, et puis elles reviennent au luzerne. Okay. Donc ça équilibre, si tu veux, un peu ce qu'elles mangent, au lieu d'être sur de la luzerne tout le temps. Donc associer. Moi c'est pareil, si je donne des luzernes aux vaches, je mets systématiquement de la prairie naturelle avec, pour éviter déjà ces luzernes bien en fleurs, et pour qu'elles puissent faire les deux en même temps. Ça, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Mais bon, les vaches, c'est un petit peu différent. Ouais, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Justement, en transhumant comme tu fais, est-ce que tu as eu plus de problèmes liés aux maladies ou pas forcément le fait qu'elle soit peut-être qu'elle voit plus d'autres troupeaux à proximité ou... Sur les transhumances en montagne ? Non, pardon, je veux dire en plaine. Moi, je change de village en village, mais après, je mélange pas... Et en plus, là, souvent, mes brebis, elles se retrouvent sur des prairies où il n'y a pas eu d'animaux depuis longtemps, donc ça se passe bien. Et après, l'avantage... dans le secteur, l'avantage des brebis,
de ce que j'ai pu constater, c'est que y a très peu besoin de mettre des apports en eau. Moi, elles ont toujours un seau d'eau parce que j'ai des patous et que les patous, eux, ils doivent boire. Mais enfin voilà, pour l'instant, je fais au bidon de 20 litres et c'est gérable. Contrairement à ceux qui ont des vaches, je pense que s'ils devaient faire au bidon de 20 litres... Bon, voilà. Et sur les maladies... Enfin, moi, là, la mortalité que j'ai eue avec mes brebis, souvent, c'est ce qu'on me demande pour la mortalité des agneaux et des adultes. La mortalité que j'ai eue, c'était la mauvaise mise à la luzerne. Et ensuite, l'intégration des patous. Soit j'ai repris un patou un peu difficile qui avait tendance à jouer avec les animaux, donc j'ai eu plusieurs brebis coincées dans les filets qui sont soit mortes sur le coup, soit mortes plus tard à cause d'une bonne électrocution. Et après, l'année suivante, j'ai intégré un nouveau patou, un bébé pour le coup, et on est reparti un peu dans certains... Le problème, là, c'est qu'on est sur des zones ici où il y a beaucoup de chasse. Et la chasse, c'est tous les jours, je crois, sauf le mardi, ici. Parce que c'est mercredi, samedi, dimanche, plus battu extraordinaire. Et quand il y a la chasse tout autour des prés, les patous, ils sont comme des dingues. Ils sont comme des dingues. Il y a des fois où moi, je suis présente et je le vois, le gibier. Le gibier, il passe. Enfin, là, la dernière fois, un lièvre, il passe dans le filet. Dans le filet, c'est les patous qu'il a au cul au lieu des chiens de chasse, donc il ressort. Il se retrouve face aux chiens de chasse, donc il rentre. Il arrive enfin à traverser. Les chiens de chasse, pour le coup, je mets le jus à fond et je suis à côté parce que j'attends qu'ils se prennent le jus pour pas qu'ils reviennent. Et là, les patous, ils sont comme des dingues. Enfin, ils ont eu les chiens de chasse, le lièvre à l'extérieur, le lièvre à l'intérieur, les chiens de chasse qui continuent à faire le tour, machin. Et forcément, les brebis, elles sont au milieu, donc à un moment, voilà, les accidents peuvent arriver. Mais bon. Après, j'ai rien contre la chasse et ici, je trouve que moi, je donne mon numéro à chaque fois aux fédérations de chasse et quand il y a des problèmes, je suis appelée. De toute façon, ils ne peuvent pas régler le problème eux-mêmes à cause des patous, ils ne peuvent pas approcher des parcs. Mais en tout cas, pour l'instant, comme je fais en plus des petits parcs, il n'y a pas de... Ça se maintient. Voilà. Et pour les agneaux, c'est quoi ton circuit de commercialisation pour nous ? Comme j'ai commencé avec peu de mères, pour le coup, j'ai eu très peu d'agneaux. L'année dernière, j'avais 9 agneaux à vendre, alors juste mon entourage, ça a fonctionné. Et sinon, le fait de faire des partenariats avec différentes personnes, je pense que ça va aussi me faciliter la commercialisation. J'ai plusieurs amis qui sont maraîchers avec des ventes à la ferme qui fonctionnent. Certains, c'est le vendredi, et comme à l'abattoir de Saint-Gaudens, on récupère les colis le vendredi, ça tombe bien. Et là, avec la salle de découpe de Saint-Martory, c'est un autre jour, donc c'est pareil, ça pourra me permettre de checker une autre vente à la ferme, voilà. Et ensuite, je vais essayer de faire que des colis en vente directe. Et quand j'arriverai à mon but d'avoir mes 100 mères et que j'aurai beaucoup plus d'agneaux à vendre, là, peut-être que je ferai autrement, mais aujourd'hui, je fais comme ça. Et ah oui, ici, là, je suis quand même invitée par Bio Ariège-Garonne et je suis pas en bio. Juste parce que mes agnelages, je les fais dans mon village. Et dans mon village, je suis que sur des prés de fauche qui appartiennent à des propriétaires et où c'est des fermiers qui sont locataires et qui ne sont pas en bio. Donc pour l'instant, je peux pas, même si je voulais, je ne pourrais pas passer en bio à cause de ça. Et c'est aussi un des gros freins que j'ai eu. Ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Là, par exemple, il y a un exploitant de vaches qui est un gros exploitant qui était OK pour que je mette mes brebis sur ses parcelles de fauche, ce que j'ai fait. Et il s'est fait tirer les oreilles par un propriétaire qui était absolument pas d'accord de voir mes animaux sur ses terres. Voilà, j'ai pas bien compris le cadastre, donc l'année suivante, j'ai remis mes brebis chez ce mec. Et voilà, il est venu me voir pour me dire qu'on n'arrivait pas en terrain conquis comme ça. Et que, j'ai très bien compris que j'étais pas la bienvenue sur ces terres. Légalement, je sais pas d'ailleurs s'il a le droit de me dégager ou d'interdire aux propriétaires, aux locataires de mettre les brebis. Je me suis posé la question. Vous êtes à sous-location ? Non, parce que la sous-location, il y a un payement. Qui c'est qui a dit ? Ce matin, on en parlait,
s'il y a un fermier sur les terres et que toi tu mets des brebis sur les terres d'un fermier, c'est de la sous-location. Non, c'est s'il y a paiement. Ah oui, si c'est bien gratuit, il faut que le propriétaire il soit averti et qu'il soit d'accord. Moi, c'est une question en tout cas que je me posais. Là, les terres où vraiment j'ai mes brebis sur les prairies de fauche, souvent, c'est les propriétaires qui demandent aux fermiers que je mette les brebis pendant l'hiver. Voilà. Mais en théorie, le propriétaire a fermé un jour sans sonner. Il va donner un bac. Donc s'il n'y a pas de paiement, le propriétaire par rapport à ça, il va rien. En théorie. Il faut l'aval. prévenir. Le fermier doit prévenir le propriétaire qu'il va mettre un petit pot, mais il n'a pas le droit. Ok. Après, moi, clairement, dans mon village, si une des parties n'est pas d'accord, je ne vais pas m'amuser à aller y mettre quand même mes animaux. Enfin, là, moi, la base de mon projet, et je pense ce qui fait que ça tient, c'est que je bosse qu'avec des gens qui ont envie de bosser avec moi. Pareil sur les haies. Pour moi, c'est super qu'il y ait des haies. Là, par exemple, là où je suis, il y a des parties où... donc moi, je ne sais pas à qui appartiennent les haies, d'ailleurs. Mais il y a des parties où, là où ça a été semé par un céréalier, je vois que la haie, elle est nickel chrome, et donc je peux mettre mon filet sans empiéter sur ce qui est semé. Mais dès que je vois que la haie, elle est un peu tombante, pleine de ronces, que je ne peux pas mettre mon filet sans empiéter sur la partie du céréalier, je ne passe pas mon filet. Enfin... Comment ? Alors, je m'en suis acheté une, mais bon, voilà. Apparemment, il existe des comment ça s'appelle ? Les épareuses, c'est ça ? Voilà. Mais pour le coup, c'est pas à moi de la passer. Enfin... Ouais, non, après, là, je vais pas... Non. Voilà. Mais ouais, en tout cas, pour tous ceux qui ont envie de mettre de l'élevage dans leur prairie, dans leur culture, ben, moi, je trouve que vraiment, dans ce qui est intéressant, c'est ouais, l'accès aux haies. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment là un manque cruel de lien entre celui qui est capable d'aller s'occuper des brebis, qui souvent n'est pas l'éleveur. Enfin, c'est ce qu'on parlait avec Mathias. Ceux qui habitent dans les fonds de vallée, ils ont une grande envie de mettre leurs brebis dehors et surtout, pas payer le foin, pas avoir le temps, pas y passer le temps en bergerie, etc. Mais c'est pas eux qui vont aller s'occuper des brebis. Moi, là, j'interviens sur la formation des bergers à Lannemezan. Et il s'est posé la question de est-ce que sur le temps de la pluriactivité, parce que c'est pas la même formation qu'à Saint-Giron, à Lannemezan, il y a un stage de pluriactivité. Et les bergers se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de leur hiver. Et on dit on peut aller faire packager des brebis dans le Gers ou dans les Landes ou je ne sais où. Mais en fait, il y a soit le faire au black, soit que l'éleveur emploie le salarié. Mais là, pour le coup, il faut une mise en lien parce que les éleveurs de fonds de vallée, ils ne sont pas en lien avec les vignerons, les céréaliers qui sont dans le coin, en fait. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et au CFPPA, les coordinateurs, ils sont OK pour mettre des cours, mais ils vont mettre des cours et proposer des stages que si administrativement parlant, c'est correct. Aller mettre quelqu'un en stage chez quelqu'un qui bosse au black, ça passe pas, quoi. Voilà. Donc, dans les prochaines batailles des personnes qui bossent sur le sujet, je pense que c'est vraiment intéressant parce que la demande, elle y est dans tous les sens, en fait. Là, il y a une personne qui vient de faire la formation berger. C'est pareil, en fait, je suppose que dans les autres personnes, il y en a plein qui ont envie maintenant, ils ont des chiens à faire travailler, ils ont envie de garder des brebis. Et là, partenariat éleveur-céréalier, moi, je pense qu'il manque la troisième personne. Ouais. Voilà, le gardien. Voilà.